Vous ne le savez peut-être pas pour beaucoup d'entre vous, mais ça fait plus de 11 ans que je fais des vidéos YouTube. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo bilan annuel où je parle de ma vie, de mes ambitions pour la chaîne, sur les réseaux, de comment je vois l'avenir pour moi. Je réponds évidemment à vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux concernant justement ces aspects-là. On va parler de mes revenus, de comment je gère ma vie avec un travail à côté. On est là pour mon heure annuelle de psy. Blague à part, c'est le genre de vidéo que je sors toujours pendant que je suis en vacances et que je peux pas faire de vidéo. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances lors de la publication de cette vidéo. Ou alors j'espère que vous allez partir en vacances si vous avez l'occasion. J'ai déjà fait une petite vidéo où j'évoque toutes les critiques qui ne seront pas sorties à temps et les critiques que je ne ferai pas. Donc si vous voulez des informations sur ça, la vidéo est dispo et elle sera évidemment supprimée après mon retour de vacances. Par contre, celle-ci reste. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait vraiment 11 ans que je fais des vidéos sur YouTube. J'en faisais un petit peu à droite à gauche, mais depuis 2017, j'en fais au moins 3 par semaine si je dis pas de bêtises. Et depuis 2019, je crois, 2020, j'en fais 4 par semaine et c'est un peu, on va dire, le slogan de ma chaîne en termes de rythme. C'est 4 vidéos semaine quoi qu'il arrive. Parfois j'en fais plus et du coup je me permets d'en faire moins certaines semaines. J'ai un compteur où je me dis que je dois quand même sortir 4 vidéos par semaine sur l'année, mais j'exclus 3 semaines de vacances dans lesquelles je m'autorise à ne sortir que 2 vidéos par semaine. Et de ça, j'exclus les vidéos jeux vidéo dont il y en aura de plus en plus. Ça reste une chaîne cinéma-série, les jeux vidéo c'est bonus. Le rythme est là et ça fait depuis 2017 que j'ai un peu professionnalisé la chaîne et encore plus cette année. Aujourd'hui, je fais du YouTube à temps plein, ça me prend, je pense aujourd'hui réalistiquement entre 30 et 40 heures semaine. Lorsque je fais des critiques à chaud, je compte le visionnage. Par exemple, je suis obligé d'aller voir Barbie en avant-première et faire ma vidéo durant la nuit. Donc ça, je compte comme du temps de travail. Mais lorsque c'est des films et des séries que je regarde à côté et j'en fais une vidéo, c'est pas ce que je considère du temps de travail. Donc on est entre 30 et 40 heures semaine pour YouTube. Ça inclut vraiment tout, le fait de faire les vidéos comme là, le montage, réponse aux mails, les réseaux sociaux, les impôts, toutes ces choses-là, l'organisation de la chaîne, faire des vidéos en avance pour les vacances, j'inclus tout ça et on est en moyenne à 35-40 heures semaine. Ce qui est un bon rythme qui satisfait beaucoup de personnes dans la vraie vie. Une personne normale en France travaille quoi, 37 heures en moyenne je crois. Donc moi je fais ça sur YouTube. Mais à côté j'ai un travail, 39 heures semaine. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un bac+5 en master de management des affaires européennes. Donc je travaille sur des thématiques concernant l'Union européenne et je suis chargé de projet européen dans une boîte ici à Lille où mon travail est de financer grâce à des fonds européens des projets pour mon entreprise en créant des collaborations avec des entreprises de toute l'Europe. C'est grosso modo ce que je fais tous les jours. Donc 39 heures semaine plus, allez disons 35 heures semaine, je bosse en moyenne on va dire 70 heures, 75 heures semaine. Donc je bosse tous les jours, le week-end je fais des vidéos et puis la semaine je suis au travail, puis après je vais voir des avant-premières, je me couche à 3 heures du matin et on recommence. Et c'est la question que me posent beaucoup de personnes, c'est pourquoi est-ce que j'ai deux travails alors que je gagne bien ma vie avec YouTube. Premièrement parce que j'aime bien mon travail, j'ai fait des études pour faire ce travail-là. J'ai souvent dit sur ma chaîne que j'allais arrêter YouTube lorsque j'avais un CDI, mais premièrement mon CDI me paye plutôt bien pour un junior, mais YouTube me paye beaucoup plus. Et le salariat c'est quelque chose qui est quand même assez particulier. Au fait il est assez particulier pour quelqu'un comme moi qui est habitué à tout faire sur YouTube, à bosser vraiment seul, même si là en ce moment j'ai travaillé avec des gens dans le cadre de prestations. J'ai pas d'employé, j'ai rien, je fais tout seul et il y a cette vibe un peu entrepreneuriale, on est d'accord. Le salariat c'est complètement différent. T'as beaucoup moins de liberté, t'es encadré, t'as un manager, t'as pas vraiment de liberté dans les choix de l'entreprise ou des choses comme ça. Tu peux proposer des idées, ça s'arrête là. Et t'as moins d'enjeux en soi. Quand t'es entrepreneur à YouTube, si j'ai plus YouTube, c'est ma vie qui est en jeu. Si ma boîte elle coule, vu que j'ai YouTube à côté, ma boîte en soi elle peut couler. Il y a ce côté où t'es beaucoup moins impliqué de manière logique lorsque t'es salarié et tu veux pas monter les échelles de l'entreprise. Il y a des entreprises, en vrai comme la mienne où je peux pas monter plus que là où je suis aujourd'hui, ou quasiment pas. Et le salariat, la loyauté ne paye pas non plus. Donc si tu veux faire carrière, la vérité est que tu dois t'investir à fond et changer régulièrement d'entreprise. Si tu veux de l'argent, si tu veux faire carrière, si tu veux augmenter en grade d'entreprise, il faut régulièrement changer pour avoir la meilleure carrière possible. En tout cas dans le travail que je fais. Ça c'est compliqué et c'est une vraie frustration que moi j'ai dans ma vie parce que j'avais le choix où je faisais carrière, donc je serais sûrement parti à Bruxelles faire carrière dans mon domaine, l'Union européenne, et je serais à fond 100% dessus et sans YouTube. Là faudrait bosser 45 heures, 50 heures et là t'es impliqué, t'as envie de bosser pour une boîte ou des choses comme ça, ou je serais à fond sur YouTube, où je ferais plus de choses, de Twitch, de TikTok, de vidéos YouTube de manière générale, plus de présence, j'embaucherais peut-être là quelqu'un. Mais vu que je suis dans cette situation, je suis à 50% et 50% de ma vie sur les deux projets, c'est impossible d'être à 100% sur les deux projets et c'est hyper frustrant de dire que tu peux pas progresser autant que tu pourrais si tu étais concentré sur une seule chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je mettais toute mon énergie YouTube dans mon travail, je serais bien plus incroyable comme employé. Mais en même temps, si je mettais toute mon énergie de salarié dans YouTube, je gagnerais déjà plus d'argent que ce que je gagne maintenant en ayant une activité salariée à côté parce que je pourrais faire beaucoup plus de trucs et gagner plus d'argent et m'étendre encore plus sur les réseaux, là où il y a beaucoup d'argent. Mais du coup, moi, je suis dans une situation aujourd'hui qui est frustrante et c'est la vérité où je fais les deux à moitié, entre guillemets. Encore une fois, quand je dis à moitié, c'est que je fais mon travail de manière normale dans les deux domaines, mais je vais pas au-delà. Et moi, je suis le genre de personne, ma personnalité, d'aller au-delà. C'est bien plus dur d'aller au-delà pour un patron que d'aller pour toi. On est d'accord là-dessus. C'est pour ça que moi, cette vibe un peu entrepreneur me va bien, un peu Startup Nation. Je vais pas me donner autant à fond pour mon patron. C'est logique, c'est normal, c'est humain. À moins vraiment que tu veuilles grimper des échelons. Donc voilà, en termes de frustration, c'est un peu compliqué, mais
mais c'est pas pour ça que j'ai envie d'arrêter. Je me donne encore personnellement 2 ans en CDI. Lors de ma 3e année de CDI, je pense que j'aurai assez d'expérience pour ou changer d'entreprise et essayer autre chose, voir si ça me plaît, ou arrêter et peut-être faire 6 mois, une année sur YouTube complète, voir si ça me plaît. Parce que le truc aussi avec la vie d'entreprise, c'est que tu sociabilises, tu vas voir des gens, des choses comme ça. Là, je ne vais voir personne en soi si je fais YouTube. C'est un peu une réponse compliquée à une question que beaucoup d'entre vous me posent. C'est pour ça aussi que je suis à la ramasse sur plein de choses concernant YouTube. C'est pour ça que je peux pas toujours sortir mes vidéos à temps. Je suis le seul connard en France qui prend des RTT pour travailler encore plus. Je prends littéralement des jours de congé pour aller faire des vidéos YouTube, pour la sortir à temps. Parce que YouTube, c'est extrêmement compétitif. On en est là. Donc c'est pour ça que je suis en retard sur certaines actualités, parce que ou je suis au travail, ou je suis en déplacement pour le travail, ou plein de moments où je suis pas à côté de ma caméra. Et forcément, c'est ce que je dis. Je peux être ni bon au travail parce que je peux pas me surpasser, et ni bon sur YouTube parce que je peux pas être aussi rapide que les gens qui font ça en 100% de leur temps. Et de toute façon, il y a combien de YouTubeurs qui ont plus de 100 000 abonnés qui ont un travail à côté? Quasiment aucun. Et vu que je suis dans the mindset, moi personnellement, où j'ai envie de performer, j'ai toujours envie de faire plus de vues, plus de likes, et je suis jamais satisfait, forcément, c'est un peu frustrant d'avoir de métier. Et c'est pour ça aussi que je suis très proche du burn-out à certains moments, et je l'ai remarqué ces dernières semaines lorsque j'ai fait un peu de Twitch. Twitch, c'est hyper addictif, t'as envie d'en faire tout le temps. Sauf que lorsque t'en fais tout le temps, bah ça te bouffe 2-3 heures par jour, 2-3 fois par semaine, voire 4. Et en fait, ces 2-3 heures, même si elles passent super vite lorsque tu streams, parce que c'est addictif et c'est fun et c'est drôle, et en vrai, c'est pas beaucoup d'efforts. En vrai, 2-3 heures, c'est 2-3 heures que j'ai pas passé à me reposer, que j'ai pas passé à faire des vidéos YouTube, et ça me mettait grave en retard. Du coup, ces 2-3 semaines où j'ai fait du Twitch, en vrai, j'ai failli mettre en burn-out parce que j'étais au bout et j'ai juste arrêté. Et c'est pour ça que je me dis que Twitch, je pourrais en faire régulièrement le jour où j'arrête mon CDI, parce que sinon, genre mentalement, je peux pas. Même physiquement, je serais trop fatigué pour le faire. En même temps de sortir des vidéos, en même temps de sortir des TikTok, en même temps de faire des trucs sur les réseaux, c'est juste pas possible. Ça veut pas dire que j'arrêterai de faire du Twitch. Là, je fais une pause et je pense que je reprendrai au fur et à mesure après les vacances. Mais oui, après les vacances, de temps en temps, faire un Twitch une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine. Là, ouais, je pense. Là, je me repose, mais je garde ça en tête parce que maintenant j'ai l'équipement, j'ai tout ce qu'il faut pour faire de temps en temps du Twitch. J'avais fait un Discord, j'avais invité des gens pour faire une radio libre une fois. C'est des trucs que j'ai envie de faire, mais qui prennent du temps que je n'ai pas en fait. Mais vous l'avez vu, je fais toujours 4 vidéos par semaine. J'ai changé pas mal de choses sur la chaîne, la photo de profil, la bannière. Merci beaucoup à Spider Nils pour son travail. J'aime beaucoup la bannière, j'aime beaucoup la photo de profil, et l'objectif, c'est quand même de la faire évoluer tous les 6 mois, 1 an, avec de nouveaux personnages qui puissent s'asseoir au cinéma. Donc je suis très fan, merci à lui. Il prend des prestations si vous voulez. Si vous avez envie de prendre commande avec lui, n'hésitez pas. Il y a le template Instagram où je parle d'actualité et l'étalonnage de mes vidéos YouTube qui a évolué. Donc ça, c'est Aurécis Picard qui l'a fait. De même, il est dispo pour toute prestation. Si vous voulez faire du travail d'étalonnage, de montage, de VFX, il fait plein de choses. Donc n'hésitez pas, si vous êtes youtubeur ou autre créateur de contenu, il peut bosser pour vous, très professionnel. Les deux sont vraiment top. D'un côté, un illustrateur, et de l'autre côté, quelqu'un qui travaille sur des choses un peu plus de créateur de contenu. C'est des choses que j'ai fait lorsque j'ai lancé ma boîte cette année. J'ai vraiment ma boîte maintenant YouTube. La chaîne a continué d'évoluer dans ce sens-là. Toujours la vidéo actualité, toujours les critiques. Encore une fois, j'essaie de faire les critiques de gros films le jour même en prenant des RTT ou des congés d'ailleurs. Toujours 4 vidéos par semaine. Je fais les TikTok maintenant où je parle d'actualité rapidement, où je donne mon avis. C'est pour encore une fois aller vers d'autres audiences. Pas forcément pour les ramener sur ma chaîne YouTube, mais pour exister aussi sur TikTok. Il y a plein de gens qui font des choses sur TikTok qui sont sympas. Mais l'idée, c'est vraiment du contenu hyper rapide, parfois entre guillemets exclusif, parce que certains contenus adaptés à TikTok et pas adaptés à YouTube. Mais encore une fois, YouTube reste la priorité. Vous l'avez vu que sur mes réseaux sociaux, maintenant, je ne parle que de cinéma et de séries et de jeux vidéo. Sur Twitter, il n'y a plus de politique pour plusieurs raisons. La première est assez cynique en soi, c'est pour les stats. J'ai bien remarqué que depuis que j'ai arrêté de parler politique, je gagne beaucoup plus d'abonnés sur Twitter, sur Instagram. C'est la vérité. Maintenant, j'ai une boîte et j'ai pas envie de gâcher l'image de ma boîte et mon image personnelle par rapport à la politique, même si je maintiens encore mes idées politiques. Vous le savez, hein, je me considère quelqu'un qui est de centre-gauche, voire de centre. J'assume toujours mes idées. Vous savez, ceux qui m'ont suivi sur les réseaux pour qui j'ai voté. Mais sur les réseaux sociaux, voter ce que j'ai voté, c'est presque moins bien vu que les communistes ou l'extrême droite. Et en plus, il se passe des dingueries quand tu parles de politique. Tu reçois des menaces de mort. Il y a des gens qui te photographient dans la rue et disent qu'ils vont t'égorger. Des dingueries. Bon, ça m'a pas phasé pour le coup. J'ai toujours continué même après des menaces de mort. Mais c'est juste, de manière cynique, encore une fois, j'ai arrêté de parler politique pour les stats. Là où dans mon CDI, j'ai pas forcément d'élan de dopamine, le fait de faire des stats et voir le chiffre d'abonnés monter sur les réseaux, c'est de la dopamine, soyons honnêtes. Mais à la base, j'avais commencé de parler politique parce que je trouvais que sur les réseaux sociaux, j'étais l'un des seuls, en tout cas de mon âge, surtout ça le problème, de cette opinion politique. Donc c'est pour ça que j'avais commencé à la base, parce que je trouvais que mon opinion était sous-représentée et je pensais que quelqu'un devait le faire. Mais la vérité aussi, c'est que je trouve le monde un peu pessimiste en ce moment et un peu cynique avec l'actualité, avec tout ce qui se passe. Et du coup, j'avais même plus envie de parler politique parce que ça allait m'énerver. Ça allait m'énerver et je pense que même pour la santé mentale de quelqu'un, de toujours commenter du négatif, c'est pas bon. Du coup, moi, je lis toujours l'actualité, je suis toujours la politique personnellement, mais j'en parle plus parce que j'ai pas envie de rajouter un tweet de plus sur une situation, sur un contexte. Je vois beaucoup de mensonges aussi sur des choses que je connais, surtout l'Union Européenne, je réagis même plus. Je vois beaucoup de mensonges sur moi, je réagis même plus. Je parle même plus trop de ma vie privée parce que les mensonges que j'avais eus, qui ont été partagés par des dizaines de milliers de personnes l'année dernière ou des choses comme ça, ou même cette année, je trouve ça un peu déplacé. Et les gens pensent ensuite, des gens que tu connais dans la vraie vie, que des gens qui ont menti sur toi disent la vérité. C'est des trucs bêtes à certains moments, comme des trucs un peu moins bêtes pour lesquels tu pourrais porter plainte. Rien de similaire à certains youtubeurs cinéma, loin de là.
là. Ça va de petits mensonges comme j'ai fait une école de commerce ou j'ai des parents riches ou des choses comme ça, à des trucs un peu plus personnels en mode je m'étais fait larguer par ma copine alors que c'est pas vrai, des choses comme ça. Des dingueries comme ça qui n'ont aucun sens. Ça m'arrive de déraper à certains moments sur les réseaux sociaux, à répondre à des gens et je supprime juste après. Maintenant je supprime, vous savez que j'ai le cœur solide. Mes pires tweets entre guillemets qui ont le plus de citations sont encore disponibles, je les maintiens, mais la vérité est que pour le business, c'est pas bien. Et aujourd'hui ma chaîne en vrai c'est un business et je ne veux plus donner mon avis en public. Mais mon avis n'a pas changé. On verra si je vais résister à l'élection présidentielle de 2027, mais pour l'instant je ne parlerai plus de ça. Et ça fait un moment que je l'ai plus fait, donc je suis assez content. J'ai vraiment envie de parler que de cinéma, séries et jeux vidéo, pas forcément toujours de manière positive sur ces sujets parce que parfois t'as besoin d'être négatif, mais j'ai plus envie de rajouter ma pierre à l'édifice, de la colère, de la haine, de la rébellion presque. J'ai envie vraiment de parler d'autre chose, comme ça mon image soit associée à quelque chose de plus banal comme le cinéma et les séries. En termes de rythme de vie, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, je ferai pas ça toute ma vie, c'est évident. C'est évident que je serai pas youtubeur et que j'aurai un travail comme ça toute ma vie. Je sais pas encore combien de temps. Je me donne encore, comme je vous l'ai dit, 2 ans avec un CDI minimum. Peut-être après je fais une pause YouTube avant d'en prendre un CDI, à voir comment j'aime ma vie. Peut-être l'année prochaine je dirai autre chose. Peut-être l'année prochaine je me dirai en fait non, j'ai envie de continuer mon CDI ou alors j'ai changé de boîte et j'ai envie de faire autre chose et j'aime bien ma nouvelle boîte ou des choses comme ça. Et encore une fois j'aime bien la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui. Mais dans le monde du salariat, enfin au bout d'1 an, moi j'ai déjà l'impression que j'ai fait le tour en fait. C'est pour ça que les gens, surtout ma génération, changent régulièrement de boîte. C'est qu'on a besoin de nouvelles choses, on a besoin de nouveaux défis, on a besoin d'apprendre encore plus et dans beaucoup de situations t'apprends pas en restant dans la même boîte. Mais peut-être les choses vont évoluer, peut-être dans 1 an je vous dirais que dans ma boîte les choses ont hyper évolué, il y a plein de nouvelles choses. Peut-être je vous dirais que je suis dans une nouvelle boîte qui fait des choses nouvelles, peut-être j'ai carrément changé de métier entre guillemets. On verra bien. Mais là une chose est sûre, je ne pourrai pas avoir ce rythme de vie toute ma vie. J'ai 26 ans aujourd'hui, c'est très bien d'avoir les deux pour l'instant, mais peut-être dans 5, 6, 7, 8, 10 ans je ne pourrai plus. Parce que je fais ça tous les jours. Et des gens se disent mais en fait ouais tu regardes juste des films et des séries. Ça c'est tellement une petite partie du travail, il y a tellement de choses à faire que c'est fou. Juste en termes d'organisation, ça prend juste tellement de temps de s'organiser sur des semaines. Et la vérité est que je fais beaucoup de sacrifices aujourd'hui, j'ai l'impression que j'en fais de plus en plus avec ma vie. Première chose, le sport, j'adore faire du sport, j'ai fait 2 ans de bloc, aujourd'hui j'ai plus le temps d'y aller. J'ai vraiment plus le temps et je suis à un stade au bloc où si j'y vais pas régulièrement, je ne progresse plus et c'est hyper frustrant d'aller à un endroit où tu ne progresses quasiment plus. Donc j'ai arrêté le bloc, j'espère reprendre dans quelques mois, mais je fais encore du sport à la maison, j'ai fait une sorte de home gym dans le coin de ce salon et je vais courir, mais c'est que le sport, tout ce qui est club et tout qui prennent du temps, genre 1h30, 2h, j'ai pas le temps. Donc je préfère aller courir une demi-heure ou faire une séance de sport chez moi pendant une demi-heure. J'ai aussi, je sais pas si vous avez remarqué, perdu 10 kilos depuis l'année dernière. Je faisais plus attention à ce que je mangeais. Là, je me suis mis un peu au régime. J'ai envie de reperdre encore quelques kilos. J'étais à 92 kilos l'année dernière. Là, je vais être à 82, 83. J'ai envie de descendre sous la barre des 80 pour être sec et un petit peu énorme, mais surtout sec. C'est plus plaisant de se sentir à l'aise dans son corps, c'est évident. Janvier, j'ai commencé mon régime. J'ai perdu 10 kilos en 6 mois, mais ça prend du temps parce que il faut trouver le régime qui te convient pour ne pas toujours avoir faim, pour réussir à faire du sport, avoir de l'énergie. Et ça prend des mois avant de trouver le truc qui te convient. Et ça fait 2 mois à peu près que j'ai trouvé le régime qui me convient et je perds bien du poids sans vouloir me suicider quoi. Et parce que c'est ça le truc, lorsque tu fais un régime, t'es en dépression en fait. En tout cas, moi je le suis. Moi, si je suis à moins de 500 calories, tout mon seuil de calories, j'ai envie de me foutre en l'air. Je dors mal, j'ai envie de me foutre en l'air, je suis en dépression et le régime, ça me donne envie de démissionner. Non mais sans déconner. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un régime où t'arrives à avoir une bonne santé mentale tout en perdant du poids. Et ça, pour moi, c'était pas facile. Donc en termes de motivation, il y a plein de choses dans la vie qui font que t'as envie de faire moins de YouTube, envie de faire moins ton CDI, mais ça t'es un peu obligé contractuellement. Mais je fais quand même les deux. Je fais des sacrifices de vie sociale aussi. Je sors moins qu'avant. Je vais voir moins de gens. Je passe plus de temps chez moi. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est un mal pour un bien. Ça veut pas dire que j'ai pas de vie sociale. Je sors quand même peut-être une fois par semaine, parfois plus, parfois moins, ça dépend. Je vais quand même en vacances. En général, je pars une fois par mois un week-end, qui pour la majorité des personnes est énorme. L'avantage d'avoir 2 métiers, c'est que financièrement, c'est très bien. Je suis pas à plaindre non plus, mais c'est juste que tu fais des sacrifices où tu bosses beaucoup certains moments, tu vois pas des gens. Toutes les activités d'entreprise, je peux quasiment jamais les faire. Bon, ma boîte a plein de trucs cool, où ils font plein de trucs ensemble avec le CSE et des choses comme ça. Moi, je ne peux pas, j'ai pas le temps. Donc c'est toujours dommage de s'exclure socialement, mais encore une fois, c'est un mal pour un bien. Et je suis pas seul, loin là, j'ai plein d'amis, je vois plein de gens et des choses comme ça, mais c'est juste que moins que avant, tout simplement. Mais j'ai trouvé un bon équilibre, je trouve, dans ma vie aujourd'hui. Je suis assez satisfait et on verra si j'aimerais faire changer cet équilibre en arrêtant mon travail, en mettant plus sur YouTube ou en continuant comme ça. On verra bien. Il faut parler de mes revenus, du coup. J'ai des revenus de CDI que j'ai pas envie de révéler parce que c'est pas que entre vous et moi, pour le coup, c'est entre moi et ma boîte et j'ai pas envie d'en parler, mais je suis plutôt bien payé, honnêtement, pour un junior avec 1 an d'expérience, sans compter les stages évidemment, mais les stages en vrai, personne les compte. Est-ce que je pourrais vivre que de mon salaire? Oui, dans une location. Mais je sais pas si vous l'avez remarqué, on n'est pas dans le même décor que la dernière fois. J'ai acheté mon appartement. J'ai acheté mon premier appartement grâce à l'argent de YouTube, mais surtout grâce au CDI. Les banques, côté auto-entrepreneur, croyez-moi, c'est compliqué. Maintenant, j'ai ma boîte, c'est plus simple, d'accord? Mais avec mon CDI et mon activité d'auto-entrepreneur, j'ai pu acheter cet appartement en octobre. J'ai mon petit canapé en L, je suis content. Je me suis fait plaisir, tout est aménagé. C'est un bel appartement à Lille. Je suis hyper content. Donc non, mon CDI ne serait pas assez pour vivre si je gardais mon appartement d'aujourd'hui, mais sinon je pourrais bien vivre avec. En termes de YouTube, alors ça c'est des revenus qu'il faut considérer pour l'année dernière, 2022. Cette année, je fais un peu plus que l'année dernière. En tout cas, à ce moment où je filme cette vidéo en juillet, je suis un peu plus que l'année dernière au même
même niveau de l'année. Donc ces revenus-là, c'est auto-entrepreneur. Donc en soi, j'ai touché tous ces revenus-là, moins les impôts. Les impôts, faut enlever une trentaine de pourcents lorsque tu es entrepreneur, voire plus. J'ai touché l'année dernière 1434 euros. Oui, les youtubeurs touchent des droits d'auteur. J'ai touché 39 465 euros de YouTube, de publicité YouTube que vous voyez en vidéo. J'ai touché 71 016 euros de partenariat, le fameux VPN par exemple, surtout. Vous me demandez pourquoi je fais beaucoup de partenariats avec eux, vous comprenez maintenant pourquoi. Et j'ai touché 221 euros de TikTok, en sachant que j'ai eu qu'un seul mois de TikTok l'année dernière. Cette année, je crois que je fais en moyenne 300 euros de TikTok par mois, voire 400. Ça fait au total, en moyenne, 112 000 euros brut. Donc je vis bien. Maintenant, j'ai ma boîte, donc ça va être un peu différent le système. Le système d'imposition est quand même différent aussi. Maintenant, c'est aux alentours de 50% de mes revenus qui vont aller aux impôts. Oui, j'ai envie de me foutre en l'air, mais c'est comme ça. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Donc voilà, 112K 1000 euros. J'ai touché à peu près 70 000 net de tout ça, disons. Peut-être un peu plus. Mais maintenant, il y a l'impôt sur le bénéfice. Maintenant, il y a l'impôt sur les dividendes parce que je me verse des dividendes. Mais je me suis dit que maintenant, vu que j'ai une entreprise et que j'ai l'impôt sur le bénéfice, il faut que j'utilise aussi cet argent. J'ai envie de l'utiliser pour vous aussi. Donc, je fais des concours régulièrement sur mes réseaux sociaux, surtout sur Twitter parce que c'est là-bas que j'ai envie de booster pour l'instant mon nombre d'abonnés. Mais je pense que j'en ferai un par mois sur Instagram et un par mois sur Twitter. Je vous ferai gagner des Blu-ray, je vous ferai gagner, je sais pas, des jeux vidéo, des livres, j'en sais rien. Enfin, plein de trucs comme ça. Donc, suivez-moi pour des concours. Oui, encore une fois, c'est des concours que je fais de manière cynique, entre guillemets, pour augmenter le nombre d'abonnés. J'ai toujours été honnête avec vous, hein. Même les gens qui me détestent, ils admettent au moins que je suis honnête. Et c'est vrai. Donc, non, les concours, je les fais parce que je suis content d'avoir enfin des ressources que je peux repartager et que je dois fiscalement, entre guillemets, repartager. Même s'il y a d'autres moyens de dépenser son argent, je suis d'accord. J'ai embauché des gens pour quelques petites prestats et des choses comme ça. Et je vais continuer si nécessaire à l'avenir. Vous êtes beaucoup à me demander, est-ce que vous pouvez faire mon montage? La réponse est non. Pourquoi est-ce que la réponse est non? Je peux pas embaucher quelqu'un pour le montage. C'est qu'il faut comprendre que je travaille de manière très précise. Je vais voir Barbie encore une fois, le film se finit à 23h. Je dois tourner la vidéo et faire le montage moi-même à minuit obligatoirement. Je vais pas demander à un monteur à minuit de bosser jusqu'à 3h du matin. C'est pas faisable. Et encore, si je parle d'un film ou d'une série qu'il a pas vu le monteur, comment est-ce qu'il va mettre des images? Ça n'a pas de sens pour moi d'avoir un monteur. Peut-être un monteur sur TikTok, si j'envoie genre quelques rushs et je lui dis vas-y débrouille-toi, là pourquoi pas. Mais l'avantage de TikTok, c'est que TikTok met beaucoup en avant le côté homemade, le côté vraiment amateur. Et du coup, même si un truc plus stylé sur TikTok c'est mieux, tu bénéficies de faire du montage sur TikTok, ça vaut pas le coup de payer aujourd'hui pour moi financièrement. J'ai acheté une caméra pour stream et plein de petits gadgets comme ça. Donc je dépense plus d'argent sur la chaîne et je le ferai au fur et à mesure. Mais je n'embaucherai pas quelqu'un pour le montage. Par contre, pour les miniatures, j'ai déjà eu quelques mails et quelques DM auxquels je n'ai pas encore répondu. Pour les miniatures, c'est vrai que je cherche un template pour changer les miniatures de ce style dont je suis pas fan. Les miniatures Critica Show ne bougeront pas. Il faut comprendre que sur YouTube, il faut être rapidement reconnaissable. Le rouge pour ma chaîne, avec le poster à droite, hyper reconnaissable. Vous savez que c'est ma vidéo. Personne fait comme ça en France, c'est très bien. Pour les autres types de vidéos, oui, ça fait des vues, parce que le sujet fait des vues, mais j'aime pas forcément les miniatures. Et là, peut-être je vais embaucher quelqu'un pour faire un template de miniature que je peux réutiliser. Ça, c'est une possibilité. Un autre truc peut-être concernant YouTube, vous l'avez vu, les vidéos durent peut-être moins de temps, parce qu'il faut comprendre que si je fais une vidéo de 10 minutes contre une vidéo de 20 minutes, la vidéo de 20 minutes prend, on va dire, 70% de temps en plus à être faite. Donc, lorsque tu as un travail, lorsque tu as plein de vidéos à faire par semaine, quelques minutes en plus d'une vidéo, c'est pas mal de temps de travail en plus, de tournage aussi, de recherche d'images, bref, c'est plus de travail. Donc, quand une vidéo fait 30 minutes, c'est comme en sortir deux d'un coup, en termes de travail, ou presque. C'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos les plus courtes possibles. Je vise entre 10 et 14 minutes. Et il faut le comprendre ça dans la mentalité de mes vidéos. C'est-à-dire que parfois, je rush certains sujets dans les vidéos actualités ou même les critiques, parce que je sais que la vidéo va être trop longue déjà, et ça, je devrais pas le faire. Parce qu'en termes de temps, je sais qu'après, je vais burn out si je fais trop de vidéos trop longues. Donc ça, c'est un vrai problème. Il y a des limites de temps. Du coup, il faut faire des vidéos assez rapidement. Parfois, je vais assez vite sur des choses et je me concentre sur les choses vraiment essentielles, juste par manque de temps, tout simplement. Croyez-moi, lorsque vous êtes revenu d'une avant-première, il est 3h du matin et vous voulez juste vous coucher parce que vous bossez à 7h, vous n'avez pas envie de vous rajouter une vidéo qui dure super longtemps pour faire plus de montage durant la nuit. En termes de santé, je vais mourir à 35 ans si je continue comme ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les vidéos sont un peu plus courtes. Mais je trouve que je progresse dans l'argumentaire, dans les vidéos. Pas toutes les vidéos sont réussies. En même temps, quand tu sors 200 vidéos à l'année, tu peux pas toutes les réussir à 100%, mais je suis content. Je lis souvent vos commentaires, peut-être ça ne se voit pas, mais au fait, parfois, sur la fin de semaine, je vais ouvrir les 4-5 dernières vidéos et je vais lire les commentaires. Je vais mettre parfois des likes, je réponds rarement, mais je lis beaucoup vos commentaires. Vos DM, par contre, alors là, je suis désolé, parfois j'en lis, parfois j'en lis pas. C'est aléatoire. Quand je le sens, j'en lis 4, 5, 6, je passe à autre chose. Je suis désolé, il y en a trop, c'est juste pas gérable. Et je reçois pas mal de personnes qui me demandent des questions et des interviews pour les masters. Là, je suis désolé, pareil, j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. À l'époque, j'en faisais tout le temps. Dès qu'on me posait une question pour un master, je le faisais. Là, j'en fais très peu parce que pareil, vous êtes nombreux à me demander des interviews pour des masters. Cette année, j'en ai facile eu une cinquantaine. J'en ai fait, je crois, une dizaine, mais je suis désolé pour les autres auxquels j'ai pas répondu ou que j'ai lâché en vue. Mais si je dois me rajouter une heure par-ci par-là, en vrai, ça s'additionne. Et il faut comprendre qu'avec moi, on joue à l'heure en fait. Ma vie se joue à l'heure parce que sinon, bah, je pète un câble. C'est pour ça que j'adore le télétravail. À midi, je peux bosser une heure de plus sur une vidéo et pas besoin de rentrer le soir parce que t'es déjà chez toi. Et moi, en tant que youtubeur, c'est génial. Je peux bosser tellement plus et gagner plus de temps quand je suis en télétravail, c'est fou. Donc je suis désolé pour ces gens-là, vraiment. J'essaie de faire le bon mieux
mieux, mais c'est vraiment pas possible. D'ailleurs, vous l'avez aussi vu, maintenant j'ai plein de réseaux sociaux, donc les classiques que vous voyez à l'écran qui apparaissent ici. J'ai TV Time où vous pouvez suivre les séries que je regarde, j'ai Serialized où je note les séries que je regarde, j'ai Letterboxd, là c'est où je note les films que je regarde, parce que je peux pas toujours en parler en vidéo, même si j'essaye, et Backlogged pour les jeux que je fais. Vous me posez beaucoup de questions sur le fait d'aller à des avant-premières. Toutes les avant-premières sont à Paris, c'est mathématiquement rarement rentable pour moi d'aller voir un film 2 jours à l'avance, 3 jours à l'avance. Parfois, lorsque c'est une semaine à l'avance ou 2 semaines à l'avance, là c'est cool, et j'aimerais bien y aller. Avec un travail à côté en CDI, t'as pas le temps en fait. Surtout que les avant-premières sont à des horaires improbables, 13h, 17h, même 20h si je dois aller de Lille à Paris, 20h ça peut être limite pour arriver à temps à l'avant-première. Je suis allé à quelques avant-premières à Paris lorsque j'étais de base à Paris, mais sinon j'y vais quasiment jamais. J'aimerais bien faire plus de partenariats avec d'autres youtubeurs et des podcasteurs par exemple, ça m'intéresserait. Je sais pas si je me déplacerai, mais en visio ça peut être intéressant. Mais j'aimerais bien faire plus de trucs avec d'autres personnes, j'en fais de temps en temps des interviews, des choses comme ça. Mais j'aimerais bien en faire un peu plus si j'ai le temps et si on me le propose. Mais j'irai pas les proposer moi-même parce que si tu vas proposer toi-même, c'est tellement plus de travail. Donc ouais, les avant-premières, je suis plus du tout invité d'ailleurs parce que à force de refuser, t'es pas invité, c'est logique. Et en plus, vu que j'ai donné mon avis politique sur les réseaux, les boîtes ne veulent pas être en lien avec quelqu'un qui donne son avis politique. Mais après, c'est pas pour ça que j'ai arrêté. Je vous l'ai dit, de toute façon, les avant-premières, même lorsque j'étais invité, j'y allais pas. C'est pas pour ça que j'ai arrêté et moi je vais pas demander pour aller aux avant-premières. Et je vais encore moins pleurer si je suis pas invité à une avant-première la veille de sortie d'un film. Mais cela fait que j'ai un désavantage compétitif par rapport aux gens qui habitent à Paris, par rapport aux youtubeurs parisiens. Eux vont voir les avant-premières, ils peuvent parler du film avant même que moi je l'ai vu comme tout le monde dans la salle de cinéma en ayant posé mon RTT. Ils peuvent sortir leur vidéo en avance et ça a un impact sur les vues. Que t'aies 200 000 abonnés, 20 000 abonnés, 50 000 abonnés, si tu sors ta vidéo en premier parce que t'as une avant-première 2-3 jours avant, c'est un avantage compétitif énorme. La première critique sortie sur un film, elle est boostée de malade. Donc en vrai, c'est ultra compétitif et vu que je suis pas parisien, je me fais niquer. C'est comme ça, c'est la vie. Je vais pas me plaindre, je fais quand même des vues, des choses comme ça, mais je suis obligé de prendre des RTT parce que si je sors pas ma vidéo le mercredi, c'est parfois trop tard. Vous m'avez demandé c'est quoi mon prénom et vous êtes beaucoup à mal l'écrire. Je m'appelle Riyad, mais en mode gentrifié. R-I-A-D. Et vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce que je pense de mes origines. Il faut savoir que j'ai un père tunisien et une maman roumaine. La loterie génétique, là, franchement, l'école, c'était pas facile. Franchement, quand t'es arabe et roumain, quand t'as grandi en pleine crise migratoire, c'est pas fun. Blague à part, je dis toujours que je suis à 50% tunisien et à 50% roumain, mais 100% français. Ma culture, c'est la France. J'ai pas d'autre culture. Même si j'ai passé du temps en Tunisie, en Roumanie, c'est pas mes pays, c'est pas ma culture. Mais j'en ai un peu rien à faire de ces pays. Pour moi, c'est la France avant tout. Pas en mode marine, hein, d'un point de vue du pays que j'aime, de mes origines. Et vous êtes beaucoup à me demander dans quel pays t'aimerais vivre. La France. La France, c'est l'un des meilleurs pays du monde. Où est-ce que vous voulez vivre autre part? Pour moi, le gros problème en France, c'est les salaires. Quand tu vois les pays voisins où quasiment tout le monde y gagne beaucoup mieux, tu dis qu'il y a un problème. Et les impôts. Trop d'impôts pour ce qu'on a en échange. J'ai pas envie de relancer un débat politique, mais voilà, pour moi, les deux gros soucis de la France, c'est ça. Les impôts, les salaires, les deux sont liés d'ailleurs, les thématiques. Le reste, moi, me concerne pas personnellement. Et l'insécurité, c'est pas terrible, surtout quand t'es une femme, ça c'est vrai. Et c'est que moi, je suis moins impacté par ça. Et encore une fois, je parle juste d'une manière purement égoïste. T'as un système social au top, t'as des conditions de travail au bureau que je trouve excellentes, comparé à plein d'autres pays, un équilibre de vie qui est très bon, t'as de belles villes, une nature incroyable. La France, c'est incroyable. T'as tout ce que tu veux sur le territoire. On parle que de France métropolitaine, mais si tu vas au-delà, tout ce qui est dom-tom, c'est hors du commun, la France comme pays. Y a rien à dire, c'est un pays magistral. Je me vois pas vivre autre part dans le monde. La seule raison qui me ferait partir de France, c'est le climat. Sans déconner, je supporte pas la chaleur. C'est nickel pour moi d'habiter à Lille, mais je pourrais jamais habiter dans un pays chaud. Ça, jamais de la vie. Vraiment, c'est le seul truc. Si ma vie devient invivable à cause de ça, là, peut-être je réfléchirais. Ou alors, je mettrais la clim chez moi. L'un des deux. Sûrement la clim. Vous m'avez posé des questions sur est-ce que j'ai envie de faire des courts-métrages ou des films. Pas du tout. C'est pas mon délire. Moi, j'aime bien parler d'art. J'ai pas envie d'en créer. Je suis quelqu'un de très peu créatif. Je suis très règle, très pragmatique. Vous êtes pas mal à m'avoir posé des questions de qui sont mes modèles dans la vie. Et c'est vrai que c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Personne m'inspire réellement. Si je devais choisir des gens qui m'inspirent, c'est des gens qui travailleraient peut-être dur, mais pas forcément toujours des artistes, des gens qui sont forts dans leur domaine. Je pense souvent à Thomas Pesquet, tu peux penser à James Cameron, tu vois, les gens qui vont au-delà. Mais je dirais pas qu'ils m'inspirent ou que c'est des modèles dans ma vie. Mais si je devrais choisir une catégorie de gens qui m'inspirent, c'est les gens qui se donnent à 100% pour une cause. D'où un peu ma frustration dans ma vie aussi, parce que je peux pas me donner à 100% pour quelque chose. Et même si je me donnerais à 100% pour YouTube, soyez honnête, c'est pas une cause. Et pareil, se donner à 100% pour le salariat, c'est pas une cause non plus. Donc moi, je suis inspiré par les gens qui vont vraiment au-delà et qui se surpassent, que ce soit d'un point de vue sportif, pas forcément d'un point de vue carriériste en soi, genre corporatiste, des gens qui impressionnent par leur passion, leur talent et qui vont au-delà. Mais il n'y a pas un modèle dans ma vie. Comment est-ce que j'ai le temps de faire toutes mes vidéos? Je suis toujours à ça du burn-out. Voilà, c'est ça la réponse. Est-ce que je referai des vidéos analyse comme à l'époque? Je réponds chaque année à cette question au point que la majorité d'entre vous ne savent même pas de quoi les gens parlent aujourd'hui. C'est simple, les vidéos analyse, c'est juste des vidéos qui disent les mêmes choses que je dis en facecam, mais c'est juste que je dis en facecam, par manque de temps, tout simplement. Au lieu de faire une vidéo par semaine analyse où il faut faire beaucoup plus de montage, beaucoup plus de travail, je peux faire 4 vidéos facecam qui porteront le même message. Et sur YouTube, tu fais ce que tu as envie de voir sur YouTube. Moi, je regarde pas de vidéos d'analyse de français. Les Américains, de temps en temps, j'en regarde. J'aime bien les analyses de films français. C'est pas ce qui m'intéresse. Rarement. Les Américains, j'aime bien. Surtout que les vidéos
américains, les essais américains de cinéma cartonnent. Pareil pour les séries. Mais en France, non. Et en France, ce que j'écoute, c'est des facecam. Et même une vidéo analyse, jamais je vais la regarder. Je vais toujours la mettre en fond et encore une fois, je ne regarde jamais mes vidéos YouTube. C'est des choses que je mets en fond et que j'écoute. Sauf les vidéos vraiment que tu dois regarder. Mais c'est tout. Donc je fais le contenu que je consomme tout simplement. Est-ce que je vais au cinéma seul ou avec des gens? Je vais régulièrement au cinéma seul pour des raisons youtubesques. Mais lorsque mes amis sont disponibles pour des séances, je vais aussi avec eux. Est-ce que j'ai des problèmes avec d'autres créateurs de contenu? Ça, vous le savez. Quasiment tous les youtubeurs cinéma me détestent. De une, parce que je les ai taclés. Je ne vais pas citer la personne avec de nombreuses accusations ou la personne qui s'est plaint de ne pas être invitée à une avant-première. Parce que moi, j'aime pas les gens qui se plaignent pour des trucs bêtes et qui se rendent pas forcément compte de base de la chance qu'ils ont. Et j'ai un problème avec les pointeurs aussi. Mais ça, c'est évident. Plein de gens comme ça qui voient YouTube d'une manière différente que moi. Je me suis embrouillé avec tout le YouTube Game Cinéma, je pense. Et ça voudrait sûrement dire que le problème, c'est moi. Donc ouais, mis à part mes collègues habituels, je me suis embrouillé avec tout le monde, je pense. Et de toute façon, quand tu donnes ton avis politique, surtout l'avis que moi j'ai, qui est l'avis de loin le plus détesté des réseaux, tu te fais encore moins d'amis. Et d'ailleurs, ça me fait penser, le rebranding de ma chaîne, c'était aussi pour que les gens n'aient plus cette image associée à moi. Encore une fois, c'est une chose assez cynique à faire, mais je l'ai faite pour le bien de la chaîne. Non pas que j'étais en train de couler, au contraire, mes vidéos font de mieux en mieux chaque année, mais c'est juste que je voulais vraiment dissocier mon image d'avant à celle de maintenant. Même si les gens n'oublient pas évidemment. Mais j'ai fait comme toutes les grosses boîtes, j'ai fait un rebranding pour oublier les choses qui perturbaient mon image avant. Et encore une fois, mon image n'a jamais impacté les vues de ma chaîne, ni en positif ni en négatif. Est-ce que mes collègues au travail savent que j'ai une chaîne YouTube? Le jour où je suis arrivé, il y avait déjà un mail interne qui était passé à toute la boîte avec le lien de ma chaîne. Et je déteste qu'on me parle de YouTube au travail. Je réponds toujours aux questions, mais pour moi, c'est deux vies différentes et j'ai pas envie qu'elles se mélangent. Les gens parlent de ma chaîne, ok, très bien. Je réponds parce que je suis poli, mais c'est vraiment quelque chose dont je suis pas fan. Je réponds aux gens par curiosité, et là ça me dérange pas parce qu'ils ont plein de questions sur comment marche YouTube et des choses comme ça. Mais en vrai, qu'on me dise au travail le youtubeur ou des choses comme ça, moi ça m'énerve. Je suis au travail parce que je suis qualifié pour faire mon travail, pas parce que je suis youtubeur. Et du coup, j'aime pas quand les deux mondes se mélangent. Du coup, forcément, quand il y a un mail qui est passé avec littéralement ma chaîne, c'est pas que ça m'a saoulé, mais un peu quand même. Mais c'est la faute de personne, c'est normal. Je devrais pas en avoir honte, mais c'est vrai que ça me saoule de mélanger ces deux mondes. C'est personnel et c'est rien de problématique en soi, mais c'est un truc que j'aime pas, ouais. Beaucoup m'ont posé la question si je souffrais de dépression. Écoutez, comme je vous l'ai dit, il y a des moments plus difficiles que d'autres, surtout par rapport au régime. Je pense que mon régime m'a flingué le moral pendant un moment. Mais non, en vrai, je vais bien. J'ai pas de quoi me plaindre. J'ai tout ce que je veux dans la vie. Je gagne de l'argent, j'ai des amis, j'ai tout ce qu'il faut dans la vie pour être sain. Je suis jeune, j'ai 26 ans, je fais des voyages tout le temps, je suis bien entouré. Ouais, je suis un peu fatigué de temps en temps et parfois je gère mal mon temps et ça fait que je passe des semaines un peu moins sympas que d'autres, plus le régime surtout. Mais oui, globalement, je vais très bien. D'année en année, je vais de mieux en mieux parce que j'arrive à progresser de mieux en mieux dans tout ce que je fais. Et ça, c'est satisfaisant. Beaucoup de personnes s'en rappellent très bien. J'avais toujours dit que lorsque j'aurai un CDI, je vais arrêter YouTube. Et aujourd'hui, on me demande si je dois arrêter l'un des deux, lequel je ferai. J'ai un peu déjà répondu. J'arrêterai mon CDI aujourd'hui si je devais choisir entre les deux. Mais je peux faire les deux pour l'instant. Mais c'est vrai que de plus en plus dans ma vie, surtout quand j'ai vu que Twitch, en fait, c'est très simple avec ma chaîne, en tout cas avec ma communauté, de faire plein de viewers et c'est facile à faire et de s'étendre sur les réseaux. En vrai, c'est simple, mais ça prend du temps. Avec la communauté que j'ai, encore une fois, je dis que c'est simple. C'est tentant de vouloir se mettre à 100% sur YouTube pour gagner du temps et en même temps se perfectionner dedans. Mais de la même manière que c'est aussi un peu tentant de trouver un CDI où vraiment tu peux progresser dans la boîte, tu peux vraiment évoluer. Je suis un gars qui a besoin de travailler. Donc ou je garde l'équilibre des deux, ou je me mets à fond dans l'un des deux. Mais si je dois mettre à fond dans l'un des deux, c'est YouTube aujourd'hui. Et j'aime bien faire YouTube. C'est beaucoup moins répétitif de faire YouTube qu'avoir un CDI, au fait. C'est ça la vérité aussi. Et puis t'es le seul responsable de tout ce qui se passe. Et ça, c'est satisfaisant aussi. Parce que si quelque chose se passe mal, c'est ta faute. Si quelque chose se passe bien, c'est grâce à toi. Au travail, les choses se passent mal ou bien, ça peut être ta faute ou pas. Et ça, c'est frustrant. J'ai encore ma chaîne secondaire. Alors je ne publie plus dessus depuis que j'ai commencé à mettre mes vidéos de jeux vidéo sur ma chaîne principale. Mais si un jour je me mets à 100% sur YouTube et j'ai envie de faire des vidéos sur ma chaîne secondaire, je la garde et j'en ferai sans problème. Pas mal m'ont demandé si je faisais des écarts sur mon régime vegan. J'en fais quasiment pas. Et quand je dis quasiment pas, c'est lorsque je voyage dans un pays que je connais pas et que je voyage avec quelqu'un, je goûte des trucs végétariens. Juste d'un point de vue culturel, ça m'arrive. Donc je suis à 99,9% vegan, on va dire. Juste sur ces quelques exceptions où je goûte un truc. Mais je vais pas en acheter moi, je goûte avec la personne qui est à côté de moi. En voyageant, parfois, c'est vrai que t'arrives dans des endroits où tu peux pas trop manger vegan. Tu t'adaptes, tu demandes des frites et de la salade. Et encore, les frites, ça peut être fait dans la graisse animale. Mais oui, mes vêtements sont vegan, mes chaussures sont vegan, ça c'est chiant à trouver. Mon shampoing, mes déodorants, tout est vegan dans ma vie. Je suis à 99,9% vegan. Et ça fait 4 ans. J'ai fait un peu le tour de vos questions. Encore une fois, c'est une vidéo un peu longue, comme d'habitude. Voilà, encore une fois, un grand merci de suivre la chaîne. J'espère que vous aimez un peu cette nouvelle direction, vraiment focus sur le cinéma et les séries. J'espère que vous aimez les news sur Instagram et sur Twitter. J'espère que vous aimez les vidéos YouTube. J'aimerais en faire plus, j'aimerais parler plus souvent de films indépendants. J'aimerais attirer votre attention sur plein de sujets différents avec des vidéos un peu putaclic, mais pour vous motiver à voir des films en salle ou sur le streaming ou d'anciens films, ça faut que je me remette à ça. J'essaie toujours de trouver des nouvelles idées pour vous motiver à le faire, parce que le but c'est quand même de vous faire découvrir des films et des séries pour que vous passiez un bon moment et que vous utilisiez bien votre argent. C'est un peu l'objectif et j'espère que je le fais bien. J'espère que je le fais avec moins de cynisme en soi dans mon contenu, sauf quand il faut être cynique parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. J'espère que ma présence sur les réseaux vous plaît et j'espère que vous passez un bon moment devant ma chaîne. Encore une fois, moi je vous remercie chaque année parce que c'est important, on le fait pas assez. C'est grâce à vous que ma vie m'a changé,
que je suis propriétaire aujourd'hui par exemple, mais aussi que je fais quelque chose qui est stimulant dans la vie et que j'aime. Et j'espère que vous ressentez un peu la gratitude. Et j'espère que le fait de faire plus de travail en soi, voilà, sur les réseaux, comme je vous l'ai dit, que je fais aujourd'hui, ça ne me rapporte pas plus d'argent, mais j'ai envie de faire des choses qui certes font pousser la chaîne de manière cynique, mais qui vous font aussi plaisir. Et je vois les réactions, ça vous fait plaisir, je suis grave content. Donc j'espère que ça vous plaît. Encore une fois, merci à vous, un grand merci. On s'arrête pas là, on continue encore plus et toujours plus. Et j'espère que vous passez de bonnes vacances et on se revoit très rapidement pour plus de vidéos. Donc merci beaucoup à vous et à la prochaine fois. Salut à tous.